Monsieur, vous êtes bien Leblanc Roland Jean Guillain, né à Charleroi en 1949 et habitant à Fleurus. Monsieur Leblanc, je vous rappelle que la commission d'enquête a le pouvoir de prendre toutes les mesures d'instruction prévues par le Code d'instruction criminelle. Et avant de vous inviter à prêter serment, je tiens à attirer votre attention sur l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, qui est rédigé comme suit. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. Cela signifie que vous avez le droit de vous taire lorsque vous estimez que votre déclaration publique pourrait être ultérieurement utilisée contre vous dans une procédure pénale. Je vous demande de prêter le serment en levant la main droite et en vous rappelant que tout coupable de faux témoignages sera puni d'un emprisonnement de 2 mois à 3 ans et privé de l'exercice du droit de vote et de l'éligibilité pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus. Je jure de dire toute la vérité et rien que la vérité. Je jure de dire toute la vérité et rien que la vérité. Merci, Monsieur Leblanc. Première question de la commission. Quelle est votre position et votre responsabilité au BSR de Charleroi? Et entre le mois d'août et le mois de décembre 1995, quel a été votre rôle dans l'enquête à propos de Julie et Mélissa? Eh bien, j'ai pris le commandement de la BSR de Charleroi le 27 février 1995. Mon rôle consiste à diriger cette unité. Donc je suis entièrement responsable de tous les actes posés par mon personnel. Alors, qu'est-ce que vous avez fait dans l'enquête Julie et Mélissa? Votre intervention alors dans la période qui va du mois d'août de 95 au mois de décembre de 95. J'ai également établi ma ligne de temps. Vous permettez que je la prenne. Voilà, il faut savoir que j'étais en congé du 29 juillet et j'ai repris mon service le 4 septembre. Début septembre, bien entendu, j'ai été mis au courant de ce dossier. J'ai été mis au courant que l'opération Othello avait été montée. Et dès le départ, je me suis posé la question: pourquoi n'agit-on pas plus vite? Pourquoi ne rédige-t-on pas un procès-verbal? J'étais entièrement de l'avis du premier chef Zamponi. J'ai vu également le chef Michaud à plusieurs reprises et lui ai conseillé d'établir ce procès-verbal. Oui, conseiller. Conseiller. Et même conseiller vivement. Enfin, le terme ordonné ne me dérange pas non plus. Oui, quelle est la différence entre conseiller voilà, vivement et... J'ai entendu à plusieurs reprises le terme ordre formel et militaire. Vous devez quand même savoir que nous sommes démilitarisés. Enfin, je ne vais pas jouer sur les mots. Ce n'est pas mon intention. Mais si les rôles étaient renversés, que M. Michaud était M. Leblanc, et M. Leblanc joue le rôle de M. Michaud, et il vous aurait demandé, ou même avisé, mais de façon vive, de dresser procès-verbal, quelle aurait été votre réaction à ce moment-là? J'ai effectivement essayé de comprendre pourquoi le chef Michaud n'avait pas établi ce procès-verbal. J'ai très vite compris finalement, et ça a déjà été dit devant la commission, aussi bien par mon commandant de district
que par le chef Michaud lui-même, qu'il était tiraillé, qu'il était pris entre différents feux, si on peut dire, celui du premier chef Zampouni et de moi-même, et celui de magistrats, qu'il s'agisse de Liège, de Charleroi, qu'il s'agisse également du ou des officiers responsables de la BSR. Le premier chef Zampouni et moi avions pris une option, celle qu'il va le mieux rédiger un procès-verbal. D'autres n'avaient pas pris la même option. Je peux les comprendre et je peux m'en expliquer. Oui, mais je suppose quand même, Monsieur Leblanc, qu'à un certain moment, lorsque vous demandez, donc il y a fin août de 95, Monsieur Zampouni et Monsieur Joiris qui demandent avec insistance qu'un procès-verbal soit dressé. Vous-même, vous l'avez également avisé, mais de façon vive. Et alors vous dites, oui, mais en somme, Monsieur Michaud était entre deux feux. C'est exact. Mais à vos yeux, est-ce qu'il avait alors le droit de ne pas rédiger un procès-verbal? Tout à fait. Vous pouvez expliquer? Je vais essayer de développer mon raisonnement. Légalement parlant, le chef Michaud n'était pas tenu d'établir un procès-verbal. Et les informations que nous possédions entraient dans le cadre de l'article 8 du Code d'instruction criminelle. Aucun crime ou délit n'avait été porté à sa connaissance. Et dans ce cas, il n'était pas légalement tenu d'établir un procès-verbal. À partir de ce moment, et là je reviens à la réflexion qui a été faite tantôt, conseil ordre, même si je lui avais donné cet ordre, je n'avais aucun pouvoir d'entamer moi-même ou même le procureur général une action disciplinaire à son égard, étant donné qu'il n'était pas légalement tenu d'établir un procès-verbal. uniquement parce qu'il n'était pas pris, c'est votre considération, par un crime qui était établi. Parce qu'il n'était pas, il n'avait pas connaissance qu'un crime ou délit était établi. Dans ce cas-là, bien entendu, il tombait sous l'application de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, et là, bien entendu, aussi bien le procureur général que moi-même pouvions éventuellement envisager des sanctions contre les chefs Michaud. Vous parlez également du procureur général, oui. En quel sens? Mais le procureur général, contrairement à ce que j'ai cru entendre lors de séances précédentes, peut quand même intervenir à l'égard d'un officier de police judiciaire. Je rappelle que le chef Michaud est un officier de police judiciaire. Le procureur général peut intervenir, à condition bien entendu qu'il soit informé, peut intervenir par un avertissement. Est-ce que vous avez souvenance d'intervention de la part du procureur général dans d'autres affaires? Dans d'autres affaires. Donc c'est plutôt sur papier qu'en réalité. Exact. Et dans cette affaire-ci, il est intervenu ou pas? Non, pas du tout. Cette affaire était pourtant à l'instruction. Elle était à l'instruction. L'enlèvement de Julie et Mélissa était à l'instruction. C'est ça. Et il y avait donc également un dossier, suite au rapport Othello, qui était en instruction à Charleroi, chez M. Laurent. Vous savez que... Par la suite, ça, hein, nous sommes au mois de septembre ici. Oui, mais déjà, je crois, au mois de septembre. En tout cas... un autre dossier peut-être contre M. Dutroux, à l'instruction. Oui. Ah oui, d'accord. Mais vous savez que normalement en Belgique, notre procédure pénale est une procédure secrète, c'est exact, quand l'affaire est à l'instruction, ou même s'il y a une enquête ouverte, mais qu'elle est également écrite. Comment vous pouvez concevoir ce principe-là, qui est un principe majeur de notre procédure d'instruction criminelle, par rapport à l'article que vous avez invoqué pour dire légalement, M. Michaud n'était pas tenu à dresser un procès verbal. Oui. Je pensais que le problème allait être résolu par la loi sur la fonction de police. Article 14 ou 15, paragraphe 4, si mes souvenirs sont exacts.
où on parle également de la communication aux autorités d'information ou de renseignement. Si mes souvenirs sont exacts, là ça reste à vérifier, environ un an après la parution, après la mise en vigueur de cette loi sur la fonction de police, le ministre de l'Intérieur a diffusé une circulaire nous annonçant que les modalités pratiques de cette transmission d'informations ou de renseignements aux autorités allait faire l'objet de discussions entre lui-même et les autorités judiciaires. À ma connaissance, ce problème n'est toujours pas réglé. Donc il se peut que là, il y a une contradiction entre le principe qui existe et le fait que dans la loi... Oui, il y a toujours une lacune dans la loi, effectivement. Dans les lois, aussi bien dans le code d'instruction criminelle que dans la loi sur la fonction de police. Je reviens maintenant sur deux aspects particuliers. Celle du mois d'août, la fin du mois d'août, où M. Zamponi et M. Joaris avaient demandé à M. Michaud de rédiger un procès-verbal, ce qui ne s'est pas fait. Par après, il y a la réunion du 2 octobre 1996, une réunion à Charleroi que je crois que vous avez assisté à cette réunion. Exactement. Là également, il y a la demande de dresser un procès-verbal. On pourrait quand même se poser la question qu'il y a quand même à deux reprises une demande assez formelle de la part de la structure gendarmerie et du BSR à dresser un procès-verbal. Nonobstant, il n'y en a pas. Est-ce que vous croyez qu'à ce moment-là, cette méthode de travail reste acceptable, nonobstant la lacune qui s'est introduite dans la loi? Encore une fois, même le 2 octobre, le chef Michaud n'était toujours pas légalement tenu d'établir un procès-verbal. On en était toujours au stade de la recherche de renseignements, d'informations. Je reviens quand même à cette même réunion du 2 octobre 1995. Vous étiez présent et cela avait trait au dossier Othello. Et un des participants évoque un rapport, je vais utiliser son mot-clé, ciel. De quoi s'agit-il? Le procès-verbal et le rapport de ce dossier ciel, devait être porté au procureur du roi. Pourquoi et par qui? Bon, j'ai souvenance de quelques éléments qui ont été dits lors de cette réunion. Il faut tout d'abord savoir que cette réunion n'avait pas été provoquée par Charleroi, mais elle avait été par Thouin. Exactement par le capitaine Gosset, qui à l'époque faisait partie du district de Thouin, qui n'était pas encore fusionné avec Charleroi. Dans un premier temps, nous avons discuté de divers agissements suspects qui avaient été remarqués dans la botte du Hainaut, dans la région de Thouin et également dans la région de Philippeville. Dans un deuxième temps, nous sommes passés effectivement sur le dossier Othello. Le capitaine Gosset, ainsi que les personnes qui l'accompagnaient, à savoir l'adjudant-chef Moinet, mon collègue, mon homologue de la BSR de Thouin, et un de ses adjoints, se sont étonnés, et je me rappelle d'une phrase qui a été prononcée par le capitaine Gosset: on ne sait plus qui fait quoi. Deuxième phrase qui a été prononcée par le capitaine Gosset: il s'étonnait, à juste titre, que les surveillances n'avaient pas lieu 24 heures sur 24. À cette réflexion, le commandant Scott a dit qu'il allait faire en sorte que 5 surveillances POSA, lorsque je parle des surveillances, ce sont les surveillances POSA, que 5 surveillances POSA allaient être demandées sur une période de 15 jours. Pendant 24 heures? Non. Pas. Là... Parce que si on veut faire une observation, oui.
faut pouvoir la prolonger pendant un laps de temps assez important. Et même si l'endroit est difficile, ce que nous avons appris entre-temps, on se demande quand même quel est le fruit à espérer d'une observation qui ne se fait pas d'une façon assez permanente, 24 heures sur 24. Et vous-même, vous avez eu le même réflexe, puisque vous en avez parlé à ce même jour. Et là, vous avez quand même, par l'entretien avec M. Scott, pris une décision d'en effectuer 5 sur 15 jours. On pourrait normalement espérer que ces 5 auraient... C'est le commandant Scott qui prend cette décision, parce qu'il faut quand même savoir, lorsqu'il y a une technique particulière de recherche qui est engagée, en tant que sous-officier, je n'ai absolument aucun pouvoir de décision en la matière. Oui, monsieur l'officier. Mais il faut quand même reconnaître que le BSR savait que Dutroux était quelqu'un qui vivait la nuit. Exact. Ça, nous avons pu lire dans les procès-verbaux, donc, à ce moment-là. On pouvait quand même espérer que, certainement pendant la nuit, et peut-être toute la nuit... Dès le départ des observations POSA, j'ai été surpris que ces observations avaient surtout lieu pendant la journée et pas la nuit. J'ai fait part de ma surprise au commandant Scott. Bon, maintenant, je ne connais pas les impératifs des gens du POSA. Et quelle était la réaction de M. Scott à ce moment-là? Lui était également surpris. Y avait-il une raison pour ne pas... Donc, je suppose qu'il a repris contact avec les officiers de POSA pour essayer de mieux orienter dans le temps ces surveillances POSA. Est-ce que je vous comprends bien? La raison, je ne la connais pas. Est-ce que je vous comprends bien lorsque vous exprimez ces phrases qu'en somme, les observations qui ont été effectuées n'étaient pas, vous êtes un homme de terrain, fructueuses et ne pouvaient pas l'être normalement? Non, je ne dis pas ça. Hein. Bon, un élément pouvait quand même apparaître pendant la journée. Mais nous souhaitions au départ que ces surveillances aient surtout lieu. Était-ce dans la fourchette 1 heure, 3 heures ou 2 heures, 4 heures, mais enfin c'était dans cette fourchette. Hein. Ce qui ne veut pas dire qu'aucun élément ne sera apparu pendant la journée. Il y avait une deuxième question que je vous avais demandée. Vous avez donc bien expliqué l'intervention du capitaine Gosset et la brigade de Thoin, mais le mot ciel. Non, là je ne sais. Que nous avons lu dans le rapport. C'est un des participants qui évoque dans le rapport le mot ciel. Et on essaye de comprendre ce qu'il a voulu dire, peut-être... Oui, là on touche peut-être à la question qui se posait dès le départ pour certains, à savoir la protection de l'informateur. Il est exact que les informateurs couraient un certain risque, mais il y a moyen de contourner ce problème de façon très simple. Et c'est d'ailleurs prévu dans les circulaires ministérielles, et je suppose que c'est à ce rapport qu'on va faire allusion. Maintenant, bon, je vais bien parler de techniques de procédure, mais qui font l'objet de notes confidentielles. Puis-je en parler en public ou souhaitez-vous que j'en parle à huis clos? Est-ce que la technique dont vous allez parler est tellement unique que si vous l'exprimez en public, tout le monde la connaîtrait et qu'elle perdrait son effectivité dans un avenir proche? Je ne peux forcément pas m'imaginer. Je peux vous dire que lorsqu'il y a risque pour des informateurs, il existe ce qu'on appelle la procédure de dossier semi-ouvert. 2 procès-verbaux sont établis. Un procès-verbal qui relate absolument tous les renseignements provenant de l'informateur. Ce procès-verbal n'entrera pas en procédure. Un second procès-verbal qui, lui, entrera en procédure, reprend certains éléments qui ne compromettront jamais la sécurité de l'informateur. Oui, mais à qui sont remis ces procès-verbaux Voilà. Le premier procès-verbal complet, il peut également s'agir d'un rapport confidentiel. C'est peut-être ce rapport dont vous me faites allusion.
Donc le premier procès-verbal est remis au procureur de Rouen et le deuxième peut être versé en procédure chez le juge d'instruction. Que vous considérez que c'est une bonne technique? Tout à fait. Je reviens maintenant au... Tout à fait. Oui. Mais il est évident que dans ce cas, le juge d'instruction n'est pas saisi de tous les éléments. Je me mets à la place de certains juges d'instruction qui veulent absolument connaître tous les tenants et aboutissants, avoir tous les éléments en main, avant éventuellement de délivrer un mandat de perquisition. C'est une proposition que je fais et qui pourrait peut-être faciliter les choses. Ne pourrait-on envisager éventuellement que le juge d'instruction ne soit pas seul à prendre cette responsabilité et qu'éventuellement il obtienne le feu vert, pourquoi pas, de la Cour de cassation? À vos yeux, Monsieur Leblanc, qui dirige une instruction? Une instruction? Le juge d'instruction. Est-ce que vous croyez qu'à ce moment-là, si on lui donne un rapport ou un procès-verbal incomplet, il peut faire du travail honorable? C'est un problème, justement. Et je me mets à la place de juge d'instruction qui souhaite quand même avoir tous les éléments en main. Mais actuellement, la procédure ne le permet pas. Un juge d'instruction sérieux devait en tout cas demander que tous les éléments, toutes les informations lui soient remises. Oui, il aurait pu... Bon, admettons que ces deux procès-verbales aient été établis. Le juge d'instruction aurait pu nous demander copie de l'autre procès-verbal pour avoir tous les éléments. Nous devions automatiquement le renvoyer auprès du procureur de Rouen. Et le procureur de Rouen devait l'informer que certains de ces éléments devaient absolument rester secrets au risque de mettre la sécurité de l'informateur en danger. Même pour le juge d'instruction? Même pour le juge d'instruction. Alors nous venons à la perquisition du 13 décembre 1995. Est-ce que vous étiez présent sur ces perquisitions? Non, non. On vous a rapporté ce qui a été constaté, ce qui a été à un certain moment saisi. Oui, dans les grandes lignes, on m'a dit que, bon, qu'en gros c'était négatif, mais qu'on avait quand même retrouvé quelques éléments en rapport avec l'affaire de séquestration. J'ai notamment vu la boîte vide, me souvenir c'est exact, ayant semble-t-il contenu une paire de menottes. C'est le seul souvenir que j'ai des objets qui ont été ramenés de cette perquisition. On vous a parlé de flacons où il pourrait y avoir du chloroforme. Est-ce qu'on vous a parlé d'un spéculum? Spéculum, certainement pas. Flacon, je n'en ai pas souvenance. Est-il habituel que vos services ont une telle liberté d'action? C'est-à-dire quand ils interviennent, qu'eux-mêmes estiment ce qui est intéressant de saisir, et peut-être de saisir, mais pas tout mettre dans un procès-verbal qui sera envoyé au juge d'instruction. Est-ce que cette liberté-là, vous la concevez ou... Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Lorsqu'une perquisition, bon, il y a de nombreuses perquisitions sont effectuées dans mon unité sur un an. Chaque fois, un inventaire très détaillé et complet est établi. Et c'est le juge d'instruction, finalement, qui décide telle pièce doit être déposée, telle pièce doit être restituée, telle pièce peut être conservée pendant quelques jours ou quelques semaines dans votre unité aux fins d'exploitation. Ça, c'est la procédure tout à fait habituelle dans l'unité. Avez-vous su que la perquisition n'avait pas été effectuée d'une manière professionnelle ou est-ce que on ne vous a pas parlé de cela? J'en ai eu connaissance, surtout lorsque le premier chef Zamponi a transmis sous mon couvert au commandant de district la note signée par quelques membres de la sous-unité. Mais ce qui s'est fait que assez récemment. Assez récemment.
Alors, moi, je voudrais savoir si la présence de Monsieur Le Sage était concevable pour vous, oui ou non. Est-ce que vous étiez au courant que Monsieur Le Sage s'est présenté à la fin des perquisitions pour voir quel était le matériel saisi? Non, je ne me souviens pas de son passage. Logiquement, il aurait dû passer par mon bureau, c'est la moindre des choses. C'est une règle de politesse élémentaire. Enfin, je n'en ai pas connaissance. Mais je ne trouve pas anormal son passage à la BSR à l'issue de ces perquisitions. Oui, là, mais là, je l'admets, mais vous dites vous-même que normalement, il devait se présenter, ne fût-ce que pour des raisons de politesse. Voilà, c'est une règle habituelle de courtoisie dans les unités gendarmerie. Lorsque quelqu'un se présente dans une unité, la moindre chose, c'est de se présenter auprès du patron de l'unité. En somme, est-ce que vous étiez bien au courant que ce dossier était traité de liaison, si je puis m'exprimer ainsi, entre M. Michaud et M. Le Sage? Je savais que M. Michaud avait régulièrement des contacts, soit avec M. Le Sage ou avec quelqu'un de la cellule de Grâce à l'Oignon. Dès le début, ça. Alors je reviens dans une dernière question que je voudrais quand même vous poser. Au 18 décembre 1996, le fameux... Vous signez donc un document que Michaud a envoyé à la commission. Pouvez-vous nous éclairer dans quelles conditions vous avez signé cette lettre? Ou ce document? Il s'agit sans doute du document où il souhaite rectifier sa déclaration en ce qui concerne la simultanéité des perquisitions. C'est ce document? Entre autres, c'est une lettre longue de 2 pages qui a été envoyée à la commission et que vous avez vous-même vérifiée et signée. Je veux vous la remettre. Oui, oui. Si vous me la remettez par après. Merci. Parce que dans ce document, M. Michaud signale qu'à 4 reprises, il y a eu des fuites en ce qui concerne les informations dont il disposait. Et qui concernait également le dossier de la Louvière. Pouvez-vous confirmer cela? Exact. D'ailleurs, bien avant le 18 décembre, M. Michaud, est-ce dans le courant du mois d'octobre ou début novembre, est venu me trouver. Ses premières paroles ont été: écoute, l'adjudant-chef, je ne sais plus à qui parler. Je voudrais vous signaler certaines choses, certaines affaires confidentielles qu'il souhaitait ne pas voir enterrées. Il m'en a parlé verbalement. Je l'ai invité à établir des rapports écrits au sujet de toutes ces informations, en l'assurant qu'elles seraient traitées par qui de droit. Certaines de ces informations ont été communiquées à la cellule de Château parce qu'elles touchent quand même directement aux enquêtes effectuées actuellement dans le cadre des dossiers 86 ou 87 de Neuchâteau. Et ceci, finalement... Là, vous voulez vous exprimer à huis clos à ce point-là? Ah oui, naturellement. Dès qu'il s'agit d'informations confidentielles que m'a communiquées M. Michaud, qui font l'objet de dossiers à l'instruction, je ne peux pas vous en communiquer détails. Alors, je voudrais quand même encore revenir. Est-il exact que M. Michaud s'occupait à la BSR des dossiers vol de voiture? Ou est-ce inexact? Ou alors avant mon arrivée. Et donc je vous rappelle que j'arrive fin février 95. Le 27 février 95. 27 février 95. Si je déduis quelques périodes de congé aussi bien de Michaud que de moi-même, j'ai finalement très peu connu le chef Michaud avant le déclenchement de cette enquête. Alors je constate également que dans cette lettre du 18 décembre 1996,
il y a les mots suivants, opérationnel uniquement avec l'accord de l'expéditeur. Oui. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Ben, vous retrouvez cette même mention cochée, notamment dans des rapports établis par M. Pettens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, il s'agit surtout justement d'être prudent en ce qui concerne l'utilisation des informations pour éviter de faire courir un risque à l'informateur. Il est absolument nécessaire que le service, que les collègues qui vont traiter l'information, pour moi, prennent préalablement contact avec le policier de contact, comme on appelle ça chez nous, ou le runner, afin justement qu'aucune erreur ne soit commise, erreur qui pourrait mettre en danger la sécurité de l'informateur. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Mes chers collègues, y a-t-il quelqu'un qui veut poser une question? Madame de Tserklaas, Madame Peters, Monsieur Mario de Guns de Crolly, Madame de Tserklaas. Oui, merci Monsieur le Président. À votre estime, cette piste que l'on essayait, cette piste du trou que l'on essayait de suivre, était-elle une piste importante? C'était une piste très intéressante. Donc vous l'avez considérée comme telle et tous les éléments, bon, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a déjà été dit, vont dans ce sens-là. Alors j'avoue que je reste tout à fait sur ma faim pour ce qui concerne la manière dont cette piste est menée progressivement à Charleroi et notamment l'affaire des perquisitions. On ne va pas parler du POSA, où aussi on doit quand même constater un certain nombre de difficultés, mais parlons des perquisitions. Le briefing. Est-ce qu'il y a, selon vous, eu un vrai briefing? Est-ce que ça s'est fait, disons, dans des conditions normales de briefing avant perquisition? Je n'ai pas assisté au briefing. Il est exact qu'avant toute opération, en tant soit peu importante, qui engage pas mal de subordonnés, un briefing doit se faire. Ce briefing peut présenter deux aspects. Il peut s'agir d'un briefing avec remise d'un ordre d'opération. Je crois que M. Zamponi vous en a remis un exemple. J'en ai un exemple également pour des briefings que j'ai fait à mon niveau, dans un tout autre domaine. Ici, c'est une opération de maintien d'ordre, par exemple, où la BSR était impliquée. Mais cet ordre d'opération peut être également donné verbalement. On appelle ça un ordre verbal. Mais vous, en tant que responsable BSR, vous n'avez pas organisé une technique de briefing que vous avez donnée à vos subordonnés en disant « vous faites un briefing, voilà les règles de base d'un Non, si vous parlez en général, cette technique de briefing, normalement, est connue de tous les gradés, donc de tous les officiers de police judiciaire. Est-ce que quand c'est une opération qui est quand même importante, vous ne participez pas au briefing pour vous assurer qu'il est fait convenablement? Parfois, j'y participe. Et pourquoi, dans ce cas-ci, vous n'avez-vous pas participé à ce briefing? Je ne sais pas répondre à votre question. Et bon, on fait les perquisitions. C'est peut-être un reproche qu'on pourrait me faire, effectivement. J'aurais peut-être dû assister à ce briefing. Parce que j'avoue que bon, je suis étonnée de voir qu'on considère que c'est une piste intéressante, mais on laisse faire tout seul le chef Michaud. On lui fait confiance. C'est probablement très bien, mais c'est peut-être pas bien non plus. D'autre part, il fait les perquisitions, il ramène le matériel, donc on ramène le matériel saisi à la gendarmerie. On fait l'état, qu'est-ce qui fait normalement le relevé de tout ce qui a été saisi? La personne responsable, ou il y a une série, enfin je veux dire, c'est un travail relativement lourd, donc c'est pas nécessairement une seule personne qui le fait. Comment ça se passe concrètement? Effectivement. Donc, chaque perquisition fait l'objet d'un mandat de perquisition, à chaque endroit. Chaque mandat de perquisition est notifié par un officier de police judiciaire. Chaque officier de police judiciaire est responsable de la perquisition, de sa perquisition finalement. Dans le lieu. Et est donc responsable également de l'inventaire des objets qui sont ramenés à l'issue de cette perquisition. Maintenant, rien n'oblige
l'officier de police judiciaire à établir lui-même cet inventaire, mais enfin, il peut très bien déléguer cette tâche, mais sous sa responsabilité, bien entendu. Certains ont entièrement confiance à un de leurs adjoints, ils confient cette tâche à un de leurs adjoints, mais enfin, ils prennent la responsabilité de l'établissement de l'inventaire. Comment est-ce que vous expliquez que ce fameux spéculum dont on parle n'ait pas été relevé dans la liste des objets saisis, alors que visiblement tout le monde l'a vu? C'est une erreur. C'est une erreur importante. Je ne sais pas vous l'expliquer, mais effectivement, c'est une erreur. C'est une omission. Est-ce que, d'après vous, les gendarmes qui allaient perquisitionner étaient tous au courant qu'on cherchait aussi des caches? Les perquisitions étaient faites sous cet angle-là. Oui, certainement. Et pour vous, qu'est-ce que c'était dans votre tête qu'une cache? Aménagerait des caches en vue des caches. Pour moi, une cache peut revêtir différentes formes, bien entendu. Il peut s'agir d'un réduit, soit existant mais aménagé, auquel on a mis une porte, soit d'un réduit aménagé tout spécialement, donc avec construction de murs, aménagement de portes, etc. Moi, je n'arrive pas à comprendre, et vous êtes responsable de la BSR de Charleroi. Ce sont des informations importantes. Tout le monde a en tête Julie et Mélissa. Comment est-ce qu'on n'a pas fait avant une analyse un peu plus fine de ce que l'on pourrait aller trouver, de ce que seraient ces caches? Le BCR intervient, intervient aussi dans la manœuvre dès le Neuvou. Donc c'est quelque chose d'important et on a l'impression, et je ne vois pas pourquoi, qu'on se lance dans cette opération avec un manque de professionnalisme quand même assez étonnant. Je veux dire, quelles étaient les hypothèses des caches? On va voir des caches, on dit aux gens qui vont perquisitionner, vous pourriez tomber sur ça, ça, ça et ça. Voilà, bon, monsieur Michaud, si je me souviens bien, une fois nous a dit, ah ben moi je cherchais une porte. Et bon, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas préparé ça? On fait une opération POSA, on fait des perquisitions, et alors on tombe sur on fait des perquisitions d'une manière qui paraît tout à fait étonnante. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. À partir du moment où les responsables de perquisition sont chargés de rechercher des caches, à moins que ces caches ne soient dissimulée telle qu'elle l'était rue de chaussée de Philippeville à Marcinelle, logiquement, ils auraient dû trouver ces caches, qu'elles se présentent sous quelque forme que ce soit. Et alors, comment vous expliquez qu'on ne les a pas trouvées? Je suis à la Marcinelle, chaussée de Philippeville. En sortant de cette maison, je me suis dit, n'importe qui serait passé à côté. N'importe qui serait passé à côté. Même si ça aurait été quelqu'un de très méticuleux. Oui. C'est mon impression. Oui, vous avez le droit d'avoir cette impression. Et alors, Monsieur le Président, dernière question. Monsieur Zamponi nous a dit que, en fait, lui, parce que c'était une opération spéciale, il n'avait plus de relation hiérarchique à avoir avec Monsieur Michaud et que Monsieur Michaud en référait au commandant Legros, puis après ça a été le commandant Scott. Est-ce que vous trouvez normal que Monsieur Zamponi ne soit ne soit plus le chef hiérarchique et qu'il considère en tout cas qu'il n'est plus comme tel le chef hiérarchique de M. Michaud parce qu'on est dans une opération spéciale. Donc il est toujours le chef hiérarchique, à l'exception justement, sauf dans le cadre de ces opérations entraînant des techniques particulières, où là un lien privilégié pour moi doit exister entre le chef d'enquête, chef Michaud, et l'officier responsable de la BSR qui est responsable de la mise en œuvre de cette technique particulière. N'empêche que
Et je suis exactement dans la même situation que Oui, M. puisque Zamponi. vous êtes, Ok. N'empêche que, et cela se fait toujours, nous pouvons toujours donner des avis, donner des conseils à l'officier coordinateur qui s'occupe de cette opération. Et dans la pratique, ça se fait. On donne quand même son avis. Bon, il ne faut pas croire que les conversations ont lieu uniquement entre le chef d'enquête et l'officier coordinateur. Souvent, quand même, nous sommes conviés à participer à cet échange de vues. Le terme réunion est trop souvent utilisé, je crois. Bon, il y a... C'est vrai, de temps en temps, nous avons des réunions qui apparaissent ici-dedans, mais il y a énormément quand même d'échanges de vues entre 2 personnes, entre 3 personnes, entre 4 personnes. Je dois reconnaître que très souvent, on tient compte de nos avis, aussi bien de l'avis du chef de section que de l'avis que de mon avis. Ici, bon, ben, on n'en a pas tenu compte. Mon avis, c'était de faire un procès-verbal. Collega. Dank u, meneer de voorzitter. Meneer Leblanc, ik wil mijn vraag in het Nederlands stellen. Monsieur Leblanc, je souhaiterais poser ma question en néerlandais. Ja, mijn eerste vraag Eh bien, ging dus ook ma over première question de concerne relatie également tussen Le Gros en les Michaud, relations entre waarbij Monsieur dus Le Gros toch et een Monsieur aantal Michaud. niveaus oversprongen werden. Uw Là, on a commentaar sauté daarop, maar quelques de juiste étapes antwoord dans la op aan hiérarchie mevrouw de et Cerclas. vous venez de répondre à Madame de Mijn Cerclas. eerste vraag gaat Donc ma première waarom, question est la over het suivante. volgende. Waarom vist u ons nu een nogal mistig Pourquoi verhaal op rond het racontez-vous al of une niet histoire un afstellen peu van floue een sur la PV? rédaction ou non d'un Dus u procès zegt, meneer verbal? Michaud, Vous dites moet oui, geen PV opmaken. Monsieur Michaud n'est pas Er is obligé geen de dresser un geen PV. rechtstreekse link Il naar n'existe een pas de lien misdaad of direct naar een delict. Terwijl avec un de délit ou un oversten- crime, Je n'ai pas et dit donc ça. il n'est pas obligé. Non, mais Non, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de lien direct. J'ai dit que M. Michaud n'avait pas connaissance d'un crime ou d'un délit. D'accord. Maar waarom zegt u dan dat wanneer pourquoi de dites-vous alors rechtstreekse oversten Que van Michaud, lorsque les supérieurs directs de M. Michaud, entre autres M. Scott, hem de opdracht geven lui donnent l'instruction gezien de belangrijkheid lors de van de 3 feiten, réunions, om vu een l'importance PV des op te faits, de stellen, dit dan rédiger niet néanmoins un gebeurt. PV, Waarbij que cela u ne se zegt, fait pas. hij moet dit niet doen, Et vous dites, hij il n'est is pas daar obligé de le niet aan faire, gehouden, il n'est pas tenu de le feiten zijn faire, niet belangrijk. car les faits ne sont pas suffisamment importants. Non, ah Wat non, een non, zin non. heeft het om vergaderingen te beleggen? Alors, à quoi sert-il d'organiser des réunions, d'avoir des supérieurs qui vous donnent des instructions? Non, vous me dites maintenant parce que les faits n'étaient pas assez importants. Je n'ai jamais dit cela. Je répète. M. Michaud n'était pas légalement tenu d'établir un procès-verbal. Je maintiens ce que je dis. M. Michaud était tiraillé entre notre option, celle de M. Zamponi et celle de moi-même, qui était rédige quand même un procès-verbal, bien que la loi ne l'y oblige pas. Et au départ, l'autre option, à savoir celle aussi bien magistrature de Liège, magistrature de Charleroi, personne ne lui demandait de faire un procès-verbal. Et la même chose, autre direction, officier responsable BSR, soit titulaire, soit suppléant, qui ne lui formulait pas la même demande non plus. Oui. Alors, Monsieur Leblanc, Oui. quand même la question suivante. Mhm. Puisqu'il n'y a pas de fondement légal pour dresser un procès-verbal dans le chef de M. Michaud, pourquoi M. Zamponi et vous-même avez alors insisté pour qu'un procès-verbal soit dressé? Première demande. Et deuxième, pourquoi il n'a pas répondu en disant « mais il n'y a pas de base légale Oui, ce ça. qu'il n'a apparemment jamais fait. Non, ça, exact. Pourquoi nous lui avons quand même demandé? Mais nous lui demandions tout simplement d'aller au-delà de ses obligations légales. Il n'est pas... Oui, Ja. Madame Herzog. Alors, Scott a activé l'ordre aussi formel à M. Michaud de rédiger un procès verbal. Et vous êtes le premier, monsieur, à venir maintenant, en fin de course, si je puis dire, qui n'était pas tenu légalement. Comment est-ce que les autres qui sont venus avant vous ne nous ont pas dit clairement l'état de la question au point de vue légal? Comment est-ce qu'un supérieur donne un ordre dont il sait bien qu'il ne peut pas être tenu puisque la loi ne l'y oblige pas? Est-ce que vous ne trouvez que ce n'est pas un petit peu contradictoire? Un ordre qu'on ne respecte pas, à quoi sert-il de le donner?
Lors de cette réunion du 2 octobre, je suis formel, le mot ordre n'a jamais été donné à M. Michaud. Disons, conseil. Voilà. Nous en étions toujours au conseil. Oui. C'est pas n'importe qui donne ce conseil. Oui. Hein. Donc, est-ce que M. Michaud Oui. peut refuser de recevoir un ordre du commandant Scott? Parce que lui, c'est un ordre qu'il a donné, si ma mémoire est exacte. Hein. C'est le mot qui a été utilisé par M. Scott. Voilà, donc c'était bien un ordre. Auquel cas, qu'est-ce qui prévaut? Un ordre, un conseil ou bien un règlement? On n'est pas légalement tenu. Enfin, moi, je n'ai pas souvenance qu'un ordre ait été donné à Michaud à cette réunion du 2 octobre. Oui, mais c'est par après que M. Scott s'est expliqué ainsi. C'était plutôt la conclusion, Ik une wens terug te conclusion keren collégiale. naar mevrouw Pieters, maar er zijn Je vais redonner la parole à Madame Peters, mais il y a encore deux questions ici qui sont liées à la question qu'avait posée M. Erdekens et Madame Lande d'abord. Non, ma question sera très courte. Je voulais simplement demander à M. Deblanc ce qu'il entend par cette explication. Est-ce qu'il souhaite maintenant protéger quelqu'un? Est-ce qu'il essaye de tirer des conclusions sur la manière dont d'habitude on rédige un procès verbal? Je trouve que tout ça est vraiment très flou. Quand vous me dites si je veux protéger certaines personnes, là, Monsieur le Président, je dois en venir à ce dont j'ai parlé tantôt. Je souhaiterais que les membres de la Commission, que la presse et que le public connaissent quelques aspects du cadre dans lequel je me trouve actuellement depuis février 95. Le nom d'un garagiste de Fleurus, dont le nom commence par la lettre R, a été cité ici en commission. Il faut savoir que ce monsieur, actuellement, intente une action en justice contre moi. Sachez que fin 94, à la demande d'un magistrat instructeur, j'ai effectué une perquisition chez ce monsieur. Perquisition qui a été faite dans les règles. Au cours de cette perquisition, ce monsieur a fait état de certaines de ses relations avec certains magistrats. J'ai eu l'honnêteté et le courage de mentionner ces propos dans mon procès-verbal. Et je suppose que voilà l'origine de la plainte qu'il dépose contre moi. Deuxième chose aussi, puisque vous utilisez le mot protection, et là, comprenez ma réaction un peu vive. Il faut savoir que, aussi bien au mois d'août qu'au mois de septembre 96, j'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler sous la direction de M. Conroth et que j'ai pris une part importante dans le volet 87, c'est-à-dire vol de voiture, de cette enquête. Je tenais quand même à mettre les choses au point à ce sujet-là. S'il y a des gens qui veulent protéger d'autres personnes, ce n'est certainement pas moi, bien au contraire. Quel était le deuxième aspect de votre question? Non, il s'agissait de pourquoi vous nous dressez cette histoire des PV. Et je me demandais, est-ce qu'il y a des personnes à protéger ou est-ce que vous voulez que nous en prenions des décisions par rapport au PV, on dresse quelque chose de plus utile ou de plus maintenant? Monsieur Leblanc, que cette commission se pose quand même la question, à savoir que M. Zamponi, M. Joaris, vous-même, M. Scott, ont demandé, les uns plus insistants que les autres, ils ont également utilisé d'autres mots, un procès verbal à M. Michaud. M. Michaud qui ne dresse pas de procès verbal, vous-même qui dites, en somme, il n'y a pas de base légale, mais on l'a quand même demandé, et vivement parfois. Oui, exact. C'est très très curieux d'avoir cette réponse-là. Ça, c'est la raison pour laquelle mes commissaires insistent et vous posent peut-être des questions plus délicates, Non, mais même envers la protection. Je le comprends. Mais j'essaye aussi de voir ce qui s'est passé dans la tête de M. Michaud. Et j'ai essayé de le voir avant, vous comprenez bien, avant de passer ici en commission.
J'ai eu un autre Hier ou avant-hier. Non. J'ai eu un autre entretien avec lui. En 96, fin 96. Au mois de novembre, si c'est exact. Bon, je voyais bien que M. Michaud était dans un état psychologique assez déplorable, et c'est tout à fait normal. Il a été très perturbé par ce qui s'est passé. Il est passé dans mon bureau. J'ai eu un entretien d'environ une demi-heure, 3/4 d'heure avec lui. Je lui ai posé clairement la question. Je lui ai dit, mais Michaud, bon Dieu, pourquoi n'as-tu pas établi ce procès-verbal que nous étions plusieurs à te demander d'établir? Je l'ai aidé en lui disant, moi je ne vois que 3 solutions. La première, tu as pris tes responsabilités, c'est une initiative personnelle, tu as décidé de ne pas le faire, pour diverses raisons, peut-être uniquement pour protéger la source d'information, pourquoi pas. Il a peut-être donné sa parole à M. Pétain, ça je n'en sais rien. Deuxième possibilité, il ne peut s'agir éventuellement que, mais je pèse mes mots, hein, d'influence, mais dans le bon sens du terme, d'influence d'un magistrat ou d'un autre magistrat. Troisième possibilité, d'influence de l'un ou l'autre supérieur. Michaud m'a répondu, donc vous voyez les 3 possibilités, adjudant-chef qui dit vous pouvez éliminer la première. Il en restait 2, il n'a pas voulu s'ouvrir. Il n'a pas voulu me donner d'autres détails. Je peux vous situer exactement la date de cet entretien avec Michaud, parce que moi aussi, justement, vous comprenez bien, je me suis demandé pourquoi il n'avait pas établi ce procès-verbal, alors que... Monsieur Leblanc, mais vous êtes quand même le chef, vous avez quand même insisté d'obtenir la réponse sur les 2 autres possibilités? Oui, je ne l'ai pas eu. Je vous le certifie. Seul M. Michaud peut vous donner des détails à ce sujet-là. Collègue de Crowley, sur ce point? Sur ce point-là, Monsieur le Président, parce que j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Vous avez l'air d'être un homme particulièrement prudent, Monsieur l'adjudant-chef, et ça je peux le comprendre dans le contexte actuel, mais comment interprétez-vous le fax qui a été envoyé par le commandant Legros le 30 novembre 1995, après la visite qu'il a rendue en compagnie de Michaud à Madame le substitut Troc au palais de justice de Charleroi? Et là, je voudrais creuser la 3e des hypothèses sur laquelle vous venez de réattirer notre attention et dont vous dites que vous n'avez aucune indication pour trancher au-delà de ce que M. Michaud vous a dit. Il a simplement éliminé la première, c'est-à-dire initiative ou décision personnelle. Moi, je me pose des questions sur les influences contradictoires de certains de vos supérieurs vis-à-vis de M. Michaud. Comment expliquer que M. Legros, dans ce fax du 30 novembre, qui est adressé au commandant du BCR, lui signale que le parquet de Charleroi a demandé des explications à propos d'Othello, bon, et lui dit, je cite, « Nous avons donné des noms d'informateurs non codés à Madame Troc, qui nous certifie qu'elle ne va pas dresser PV, ni entendre ou faire entendre les informateurs, avec copie au gestionnaire des informateurs district de Charleroi et au commandant de la brigade de Charleroi. » Par rapport à une information comme celle-là, que nous avons noir sur blanc et datée du 30 novembre, quand une série de responsables de la BSR de Charleroi, depuis le début 1997, nous envoient des documents et viennent nous dire « Ah, mais vous savez, nous avions demandé à M. Michaud de dresser PV » et on a l'impression là que tout ce qui est gendarme à Charleroi, comme un seul homme à l'époque, avait intimé l'ordre à M. Michaud de dresser ce PV. Quand je lis ce fax, je me pose quand même des questions, parce que c'est une impression un peu différente qui ressort de ce fax. Avant le 2 octobre... Plus haut, c'était pas évident pour tout le monde qu'il fallait dresser PV. BCR, M. Legros, qui sais-je encore? Avant le 2 octobre, nous étions 2, et peut-être également le chef Joaris, parce que là, je n'ai pas assisté
aux discussions entre Zamponi, Juarez et Michaud, mais nous étions au moins deux, Zamponi et moi-même, à lui conseiller de faire ce procès-verbal jusqu'au 2 octobre. Le 2 octobre a lieu cette réunion avec les collègues de Thoin, et en conclusion, je me souviens encore avoir noté, d'ailleurs j'ai pris note dans un carnet de certaines phrases prononcées lors de cette réunion. La phrase que j'ai notée, conclusion, 2 points. Un procès-verbal doit être établi. Un procès-verbal d'information, si mes souvenirs sont bons, doit être établi. Pourquoi vous ne l'avez pas fait vous-même? Oui, collègue Vous pouviez le faire. Morio. Vous pouviez le faire. Si vous m'aviez posé comme question, adjudant-chef, quels sont vos regrets dans cette affaire, eh bien voilà un des regrets que j'ai, de ne pas l'avoir fait moi-même, à l'encontre même d'options, de l'autre option qui était prise par d'autres. Par qui? Par d'autres. Et là, j'en reviens à ce que le chef Michaud m'a dit. Bon, influence soit interne, soit externe côté de la magistrature. Je ne sais pas vous en dire plus. J'ai essayé, bien entendu, de savoir pourquoi. Comprenez bien, depuis le début, j'insiste pour qu'il fasse un procès-verbal. Mais on essayera. Collègue Morio. Monsieur Leblanc, tout à l'heure, à Madame de Tserclas, vous avez dit que, à propos de la perquisition, que n'importe qui serait passé à côté. Oui. Pourquoi alors n'a-t-on pas été chercher le suspect et éventuellement d'autres personnes pour venir le faire visiter les lieux? C'est vrai qu'après coup, on peut se poser la question. Non, mais ça, je veux bien, c'est chaque fois ce qu'on me répond, mais je suppose que vous n'allez quand même pas essayer de nous faire croire qu'on cherche dans un caractère général les enfants. On est quand même dans une convergence de données relativement précises, et même au moment de la perquisition, on découvre des choses qui viennent confirmer les informations que l'on a depuis le mois de juillet 1995. Au cours de la perquisition? Ben oui, le jour de la perquisition, on découvre un spéculum, on découvre du chloroforme, on découvre des apprentissages de slovaque, et on découvre des cassettes dont une, paraît-il, serait à caractère pornographique. Donc, je dis, il y avait quand même un ensemble d'éléments qui confirment les informateurs Y, Z que l'on a auparavant. Il peut y avoir un rapport. Il peut y avoir un rapport avec ces informations. Collègue Alandat, Non, mais oui, effectivement. Mais la première partie de votre question... Eh bien donc, pourquoi alors, le 13 décembre, les perquisitions, vous dites, on cherche des caches. Et on se doute quand même qu'il doit y avoir des caches. Pourquoi ne retourne-t-on pas avec le suspect, qui, par ailleurs, est à ce moment-là en prison, donc il n'est pas difficilement appréhendable? On aurait pu le faire, effectivement. Maintenant, vous dire plus pourquoi, je ne sais pas répondre à votre question. Alors, j'en viens à ma question. À votre avis, Monsieur Leblanc, parce que vous êtes resté jusqu'au 29 juillet, c'est bien ça, en 95. 29 juillet, vos congés, c'est du 29 juillet au début septembre. Hein? 4 septembre. Oui. C'est ça. Donc, au mois de juillet, que cherche Monsieur Michaud? Est-ce qu'il est dans un dossier vol, dans un dossier d'enlèvement, dans le dossier Julie et Mélissa? Ça, je sais vous renseigner. Là, il faudrait que je consulte toutes les activités du chef Michaud au mois de juillet. Mais si vous... Non, mais d'après les renseignements que vous avez. Je ne sais pas. Quand, par exemple, au mois de septembre, vous allez avoir vos premières discussions, que fait... Je suppose qu'on vous a quand même traduit ce qui avait été fait. On vous a fait un rapport sur ce qui avait été fait. On m'a fait un rapport lorsque je rentre d'une période relativement longue d'absence. Le chef de section qui me remplace, parce que je n'ai pas d'adjoint. En PSR, on n'a pas d'adjoint, donc quand je suis absent, c'est le chef de section le plus ancien qui me remplace. Le matin même du 4, vers 9h, 9h30, m'a fait le topo des choses intéressantes qui s'étaient passées en mon absence. Il ne m'a pas parlé de cette affaire Othello. Non, de l'affaire... Il ne m'en a pas parlé. Là Pas aussi, de l'affaire Othello. Non. Et de l'affaire de Julie et Mélissa? Ça, j'étais au courant. Contrairement à d'autres, je lis les journaux, je regarde la télévision, même en congé. Et vous n'en avez pas parlé avec M. Michaud?
J'en ai parlé le 4, mais j'ai eu connaissance de cette affaire ultérieurement dans le courant de la journée. J'en ai parlé avec M. Michaud, effectivement. De cette affaire-là? De l'affaire Othello, oui, oui. Donc, dès le 4, j'apprends quand même qu'il travaille sur cette affaire, mais non pas dès le 4 au matin de la part du collègue qui me remplace pendant mes congés. Pas par le topo. Donc, et alors là, c'est quoi? Othello, c'est quoi? C'est une surveillance pour... c'est pourquoi, selon vous, à ce moment-là? À ce moment-là, ce sont les informations qui émanent de la brigade de Charleroi, donc le rapport Petens à partir du 7 juillet, etc. Et c'est la mise en place de l'opération Othello, c'est-à-dire observation par le POSA, opération déclenchée par le commandant Legros, initiée par le commandant Legros. Dans le cadre d'un dossier de vol ou d'enlèvement d'enfants, ou pour voir l'éventuel ravisseur de Julie et Mélissa? Pour confirmer éventuellement les informations qui avaient été apportées par Petens. Pour avoir des éléments complémentaires permettant d'avoir des indices sérieux contre Dutroux, à l'effet éventuellement de mettre cette affaire à l'instruction. Et c'est là, à partir de là, je me dis, ben bon, mais non, on peut déjà faire un procès-verbal. N'attendons pas. Est-ce que vous êtes informé à ce moment-là que dès le 1er août 1995, M. Michaud demande non seulement une déclaration de patrimoine, une enquête patrimoine sur M. Dutroux, mais qu'également il s'intéresse très fort à un dossier de cassettes pédophiliques qui ont trait à Charleroi? Là, je ne sais pas vous... Non. J'ai eu connaissance effectivement de ces renseignements qu'il a obtenus auprès de différents services, notamment de l'ISI. Ça, j'en ai eu connaissance. Maintenant, vous dire à quelle date j'ai eu connaissance de ces renseignements. Il est passé un jour dans mon bureau, effectivement, il m'a dit... Et alors, est-ce que M. Michaud était seul sur ce dossier? M. Michaud travaillait sur ce dossier avec M. Delpierre. Et qui sont alors les gendarmes de Marc et Minette? Ce sont deux autres membres de la BSR qui, je pense, ont participé à des perquisitions, qui ont également participé à des surveillances sporadiques, notamment à Mercinel. Et là, justement, c'est inhabituel. Hein, c'est une initiative qui a été prise à la fois par M. Zamponnier et par moi-même. On s'apercevait que le POSA, probablement tenu sur d'autres affaires, ne parvenait pas à effectuer les surveillances qu'on souhaitait voir effectuées. Et là, je tiens à le dire, en général, lorsque le POSA effectue des surveillances, on n'en fait pas. On conserve notre personnel pour faire à d'autres tâches, puisque le POSA s'en occupe. Et ici, on a essayé de soulager un peu le travail du POSA en mettant nous-mêmes des surveillances par du personnel BSR. Je suis certain que M. Minette en a fait. M. Demarque, je ne sais pas vous préciser son rôle. Mais je sais le retrouver, ça. Non, mais dès le 1er août, je peux vous dire qu'il s'intéresse à l'affaire également. Ça, c'est étonnant. On y reviendra. Alors, une question de détail. Lorsqu'il y a une surveillance POSA, est-ce qu'il y a des prises de photos, généralement? Il peut y avoir des prises de photos. Vous avez d'autres dossiers où... Ici, il n'y en a pas eu. Hein. Il n'y a pas eu de photos, ici. Oui, il y a eu des photos, des personnes qui entraient et sortaient chez Dutroux? Dans ce dossier-ci, non. À ma connaissance, il n'y a pas de photos. Est-ce que ça arrive souvent que dans des opérations POSA, il n'y ait pas de photos du personnel qui fréquente? Tout dépend des besoins sollicités par l'officier responsable qui justement sollicite les surveillances POSA. Parfois, il peut être intéressant d'avoir des photos. Parfois, le fait d'avoir des photos... Est-ce que dans un cas qui s'occupe de trafic de voitures, de trafic d'éventuellement de personnes avec l'étranger, ce ne serait pas intéressant de faire des photos des personnes qui entrent et qui sortent? Effectivement. Je vous remercie. Alors, est-ce que vous êtes au courant que M. Michaud avait demandé pour qu'on installe un wagon à Marcinelle? Oui, oui, oui. Puis il lui a été refusé. Vous pouvez dire pourquoi? Oui. Donc on avait envisagé diverses possibilités, vous savez, et notamment l'installation... Honnêtement, c'eût été la plus judicieuse. Et notamment... Non, mais j'aimerais que vous le disiez, parce que je suis allé voir. Hein. Oui.
et notamment l'installation d'un dispositif permettant la prise de photos régulières à un intervalle de temps prédéterminé au départ d'un wagon de chemin de fer. Le chef Michaud, avec, si mes souvenirs sont bons, quelqu'un de POSA est allé en reconnaissance, donc ça se présentait bien à première vue. Mais est-ce le lendemain, le surlendemain, enfin quelques jours après, cette option a été abandonnée pour des raisons techniques. Vous définir exactement quelles raisons techniques, je suis incapable de le faire. Enfin, bon, techniquement, apparemment, ce n'était pas possible d'installer ce dispositif. Technique ou budgétaire? Technique. Ça, je suis formel, c'était pour des raisons techniques. Je voudrais parler en irlandais. Oui. Dus mijn excuses, maar ik wil nog even terugkomen op... Excusez-moi, mais je voudrais revenir à cette réunion du 2 octobre 95. Je pense qu'il y a une pièce qui manque au puzzle dans vos réponses, car je constate que vous avez très bien commencé lorsque vous avez fait votre présentation en disant que vous assumez l'entière responsabilité des actes de vos subordonnés, mais je suis quand même surpris de voir que apparemment il n'y a pas de problème lorsqu'un de ces subordonnés ne respecte pas la loi. Et vous avez suivi un certain raisonnement, vous avez dit que vous êtes démilitarisé et donc on ne donne plus d'ordre aux subordonnés, on se concerte. Voilà donc le raisonnement que j'essaye de suivre. Et alors dans cette situation concrète, je vous offre l'occasion de vous défendre. Qu'est-ce qu'on constate le 2 octobre 95, conclusion de la réunion? Il faut rédiger un rapport, un PV, même si c'est un PV purement informatif, un PV d'information. C'est un fait. On dit on doit rédiger un PV, c'est la conclusion de la gendarmerie et de ses structures qui certes est démilitarisée, mais il faut bien qu'il reste quelques éléments de la structure, donc voilà la conclusion. Et ensuite, deuxième fait, nous le savons bien, le PV n'existe pas. On parle de ce PV, vous également, vous dites qu'un PV a été demandé, mais il n'existe pas. D'où notre question, afin de mieux comprendre l'évolution de l'affaire. Est-ce qu'au sein des structures qui restent quand même existantes au sein de la gendarmerie, est-ce que, une fois qu'on a tiré des conclusions lors d'une réunion, même si on les décrit comme étant des conseils, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on n'exécute pas les conclusions d'une telle réunion? Est-ce qu'il n'y a pas tous les voyants rouges qui s'allument? Est-ce qu'il ne faut pas réagir? Je reviens sur la première partie de vos propos. Et je l'ai dit tantôt, je ne vais pas jouer sur les mots non plus. Hein. Effectivement, c'est parce que j'avais entendu parler de cette expression ordre formel et militaire. Il est évident que dans toute entreprise, les patrons donnent également des ordres à leurs subordonnés. Donc nous avons toujours la possibilité de donner des ordres. Ça, c'est évident. Ce n'est pas parce que nous ne sommes plus militaires que la notion d'ordre n'existe plus. Les ordres sont répercutés peut-être d'une autre façon qu'ils ne l'étaient avant. Maintenant, quant à dire signal parce que un conseil ferme n'a pas été suivi, je rappelle quand même, et encore une fois, j'assume la responsabilité de tous les actes de mon personnel, c'est quand même des exceptions. Lorsqu'une technique particulière de recherche est engagée, un officier prend en charge cette opération. Donc vous êtes en train de dire que c'est l'officier qui est responsable, parce que l'officier a dit le contraire. Hein. Ah. Moi je crois que le commandant de district de Liège vous a fait un exposé magistral assez clair au sujet des responsabilités. Je le rejoins entièrement sur pas mal de choses, à savoir sur le rôle du chef d'enquête et sur le rôle de l'officier coordinateur. Il me semble que les choses sont assez claires. Lorsque une technique particulière est engagée, elle est sous la responsabilité de l'officier qui l'engage. Lorsqu'une opération de grande envergure, c'est-à-dire qui implique la participation
de plusieurs unités, de plusieurs BSR, de plusieurs districts, etc., c'est exactement la même chose. Moi, à Charleroi, si une opération doit impliquer la BSR de Charleroi et 2 brigades de Charleroi, je n'ai pas d'ordre à donner à mes collègues commandants de brigade de Charleroi. Donc là, automatiquement, un officier prend cette opération sous sa responsabilité. Mais donc, reste le grand problème quand même, 2 faits. On a 2 faits. Il y a le fait que le PV devait être là. Deuxième fait, le PV n'est pas là. Et rien ne se passe dans la gendarmerie. Encore une fois, je vous l'ai dit tantôt, à partir du moment où, légalement, M. Michaud n'est pas tenu d'établir un procès-verbal, je ne vois pas par quel moyen disciplinaire je pourrais le sanctionner pour le fait de ne pas avoir établi ce procès-verbal. Ce n'est pas possible. Mais je ne parle pas... Het is toch, dit is toch vrij fundamenteel. Als u stelt dat de Oui, vous Rijkswacht dites inderdaad que, effectivement, la gendarmerie n'est plus un corps militaire. Et je reprends les paroles du collègue Landais tout à l'heure. Ce n'est toujours pas une institution de charité. Bien entendu, on peut donner des ordres, on peut donner des instructions. Et dans ce cas précis, M. Michaud n'a pas suivi ces instructions. Est-ce qu'à ce moment-là, on n'y donne pas suite? C'est ma première question. Deuxième question, qui est liée à la première et qui fait suite à ce que vous venez de dire. Si, au sein de ce même corps de gendarmerie, d'autres personnes ont donné des instructions à M. Michaud, à savoir de ne pas dresser de PV, vous n'en êtes pas informé, ou enfin, vous n'êtes pas au courant de ce fait. Et troisièmement, vous avez eu une entrevue avec M. Michaud où vous avez présenté 3 hypothèses. Et où la première a été exclue, il en reste donc 2. Et l'une des 2 pourrait donc être effectivement qu'un membre de la gendarmerie ou à un niveau supérieur ait déconseillé à M. Michaud de dresser un PV. Vous n'excluez pas cette hypothèse, mais donc vous ne savez pas laquelle des 2 hypothèses il faut retenir. À ce sujet. Mais encore une fois, je tiens à revenir à cette notion d'ordre. L'ordre n'a jamais été donné à Michaud de faire un procès-verbal. L'ordre n'a pas été donné. Donc il y a une nuance entre une vive recommandation et un ordre. Vous faites la distinction entre les 2. Une recommandation, pour moi, c'est un conseil. C'est un conseil avisé. Il est préférable d'agir de telle façon plutôt que de telle façon. Et c'est la ligne, c'est la ligne que tenait le premier chef Zampouni et moi-même depuis le début. Il est préférable d'agir de telle façon plutôt que de telle autre. Vous saviez qu'il y avait des éléments très importants là. Et cependant, vous avez choisi la voie de la recommandation, même si c'est une recommandation très chaude, plutôt qu'un véritable ordre. Pourquoi n'avez-vous pas donné l'ordre de rédiger un PV? Il y avait 2 options. Je me répète. Il y avait 2 possibilités d'agir en la matière. Soit établir un procès-verbal alors que ce n'était pas légalement nécessaire de l'établir, mais cela aurait, à mon sens, accéléré les choses. Accélérer les choses. Que ce soit un procès-verbal adressé à Liège, que ce soit un procès-verbal adressé à Charleroi. Les 2 possibilités existaient. On pouvait très bien... Une option a été prise. Celle de tout envoyer, ou du moins d'envoyer les rapports à Grasse-Sologne. C'est l'option qui avait été prise au départ par Charleroi. Pour moi, elle était bonne. On aurait très bien pu prendre une autre option. Moi, je suis persuadé que si un enlèvement semblable à celui de Grasse-Sologne avait eu lieu à Nivelles dans les quelques jours ayant précédé Grasse-Sologne ou Nivelles, eh bien, je suis persuadé
que la première information ne serait pas partie à Grasse-Sologne, mais serait partie à Nivelles. J'en suis persuadé. Donc, bon. Donc, mon option, moi, et celle du premier chef Zamponi, pour aller plus vite là-dedans, eh bien, établissons un procès-verbal. Cette option-là, deux sous-options. La première, puisque Charleroi avait pris l'option, que je ne critique pas du tout, de traiter avec Grasse-Sologne, eh bien, première option, envoyons un procès-verbal à Mme Doutreau, dans le cadre de son instruction. Deuxième sous-option, pourquoi pas également envoyer un procès-verbal à Charleroi, au parquet à ce moment-là, puisqu'à Charleroi, l'affaire n'était pas à l'instruction. Un procès-verbal initial à Charleroi, quitte à laisser le procureur de Charleroi mettre ce procès-verbal à l'instruction. Pour moi, c'était une manière d'accélérer les choses et d'obtenir des mandats de perquisition plus rapidement. Ja, voorzitter. Dus ik blijf dus op mijn punt dat het, Monsieur le Président, over een, j'insiste. het had een keerpunt kunnen zijn. Ça aurait pu être un tournant dans l'enquête. Ce n'est pas un détail dont nous traitons maintenant. Men zegt hier, On nous dit, à tort ou à raison, que légalement, on n'avait pas les moyens, ou plutôt que légalement, on ne pouvait pas exiger de Michaud qu'il rédige un procès-verbal, ou qu'il avait la possibilité en tout cas de le refuser. Je vous pose la question différemment. Combien de fois cela arrive-t-il dans la pratique qu'il n'y ait pas de lien avec un crime dont on ait connaissance? Combien de fois un gendarme a-t-il la possibilité de refuser de rédiger un procès-verbal? Une question générale. Vous fondez sur votre expérience. Combien de fois avez-vous eu connaissance dans la pratique de quelqu'un qui, comme Michaud, en dépit des pressions qui s'exercent sur lui, en dépit des demandes réitérées de rédaction de procès-verbal, combien de fois avez-vous eu connaissance d'un gendarme qui refuse de rédiger un procès-verbal? Ça arrive couramment? Est-ce que vous avez bien compris la portée de ma question? Honnêtement, ce n'est pas fréquent. Dit is uitzonderlijk. C'est même exceptionnel alors. Exceptionnel. Ça n'arrive pas souvent. Maar ça arrive. Ça n'arrive pas souvent. Collega Landuit. Als ik even mag verder doen. J'approfondis encore la question. Au sujet de la structure de la gendarmerie, vous avez fait allusion au commandant Chantry qui avait complété l'organigramme que je ne comprends plus du tout. Il nous avait dit que du point de vue de la gendarmerie, il y avait un chef d'enquête qui vient du corps de la police judiciaire et qui sert de lien avec la gendarmerie, mais ça ne marche pas parce qu'il n'a pas d'autorité directe sur la gendarmerie. Alors on en revient à la structure de la gendarmerie. Vous nous dites maintenant, de toute façon, celui qui est chargé de l'enquête, il applique la loi, et c'est lui qui se fait une opinion, c'est lui qui tire les conclusions des réunions. Et puis, nous avons écouté quelqu'un de la gendarmerie qui nous a dit « Nous ne contrôlons pas la rédaction des procès-verbaux, nous contrôlons uniquement les missions d'enquête. Nous essayons de voir si ça se passe correctement. C'est notre responsabilité. » Et on nous dit « Pour le reste, nous travaillons dans le cadre de l'enquête d'instruction. » Alors dans ce cas-ci, Zamponi, Leblanc se trouvent au sommet, ils ont tiré leurs conclusions et puis voilà. Nous devons donc constater que chaque enquêteur se débrouille tout seul finalement et que la structure de la gendarmerie n'a finalement aucun intérêt ou n'intervient pas. Si l'on tire la conclusion de certaines réunions, il faut quand même qu'il y ait un suivi. Il y a quand même un système de suivi. Je vous ai signalé tantôt que lorsqu'une technique particulière est engagée, il y a un lien direct entre le chef d'enquête et l'officier responsable ou l'officier coordinateur qui gère ce dossier, qui est responsable pour moi de ce dossier. Les autres intervenants, ceux qui sont au milieu, pour moi, ne peuvent donner, et je l'ai dit tantôt, que des avis, des conseils, aussi bien au chef d'enquête qu'à l'officier. Moi, mon rôle, c'est limité, effectivement, à cela. Dus u bent een overste die raad kan geven. À donner des conseils. Donc vous êtes un supérieur qui donne des conseils. Dans ce cas précis de technique particulière engagée, oui.
Want dus de officieren zeggen, in het geval van bijzondere opsporingstechnieken zijn wij verantwoordelijk en hebben wij de leiding op de controle voor de bijzondere opsporingstechniek, des maar techniques niet voor het particulières de PV recherche, opstellen, wat mais dan donc gewone pas handeling is. la rédaction des PV. Qu'entend-on par rédaction des PV? Entend-on la forme, le fond, le fait de le rédiger ou pas? Il me semble quand même, en ce qui concerne la forme du PV, tous les PV passent par le chef de section. Donc en l'occurrence ici, M. Zamboni, qui doit contrôler effectivement si, bon, lorsqu'on parle d'arrestation par exemple, si toutes les prescriptions légales ont été respectées ou pas. En ce qui concerne maintenant le fait d'établir ou non un procès verbal, c'est ici la question essentielle. Il me semble quand même que ce fait entre dans les responsabilités de l'officier responsable. Oui, Monsieur Leblanc, mais vous donnez quand même l'impression que pour vous, dresser un procès verbal avait trait à l'opération Othello, mais il s'agissait de beaucoup plus qu'Othello. Il y avait un mal de renseignements qu'on avait déjà reçus auparavant. Tout ce qui pouvait amener à la solution dès le 16 juillet devait quand même être mentionné dans le procès verbal. Donc, a fortiori, beaucoup plus qu'uniquement les constats de l'observation POSA. Ah, tout à fait. Et en plus, ce que je ne comprends pas, c'est que dans cette observation POSA, nous voyons qu'il y a pas mal d'informations de reçus. On constate qu'il y a quelqu'un qui s'amène avec une Mercedes, juste dans la période où on a ces problèmes avec les Mercedes blanches. Également un homme qu'on voit avec un enfant. Ce sont quand même des éléments qui devaient être suivis. Et il n'y a aucun suivi de cela. Comment ça se fait? Donc les rapports d'observation arrivent à l'officier responsable de l'opération et sont remis au chef d'enquête. Et c'est qui? Il s'agit alors de monsieur qui? Monsieur Legros ou monsieur... Vous parlez de quelle époque Ah oui, ça dépend de de rapport? l'époque. Parce qu'il y a eu 6 rapports d'observation, si mes souvenirs sont bons. Oh, je dirais dans le deuxième, je pense. Jusqu'au mois... Pour le mois d'août et pour après. Septembre. Oui. Septembre. Oui, ben là, nous sommes à la période du deuxième rapport d'observation, peut-être. Oui, au mois de septembre. 28 et 29 août, première et deuxième observation. 8 septembre, troisième observation. Donc les rapports d'observation des premières et deuxième surveillances arrivent début septembre. Et qui est le responsable alors? Là, j'ai difficile à situer exactement qui est responsable à ce moment-là. Vous avez entendu comme moi qu'on parlait de reprise officieuse et de reprise officielle du dossier. Oui. Enfin, on a quand même appris, M. Leblanc, que jusqu'au 21 septembre, oui. Il y a l'intervention de M. Legros qui lui dit, normalement c'était jusqu'au 6 septembre. Alors il y a encore l'intermédiaire jusqu'au moment où on a bien décidé que c'était Scott auquel il fallait se rendre. Oui, donc si je prends la fiche de travail, effectivement jusqu'au 21 ou 22 septembre, c'était le commandant Legros qui devait examiner ces rapports d'observation avec le chef Michaud, et au-delà du 21 ou du 22, c'était le commandant Scott. Collègue Eerdekens. Oui, vous avez exprimé, Monsieur Leblanc, que Michaud n'était pas tenu légalement de faire un PV. Donc pour vous, il n'y a pas d'obligation légale en l'espèce d'en faire un. Mais quand vous dites qu'il n'y a pas d'obligation légale, il n'y a pas d'interdiction légale non plus. Non. Donc, s'il reçoit un conseil de votre part en ordre d'autre, et qu'il n'y a pas d'interdiction légale, Michaud devait respecter l'ordre qu'il avait reçu. Logiquement, il aurait dû le faire, oui. Mais d'un autre côté, je n'avais aucun moyen, éventuellement, d'entamer une action disciplinaire contre lui, parce que légalement, il n'était pas tenu d'établir ce procès verbal. Donc, il aurait pu utiliser cet article 8 du CIC dans ses arguments de défense, par la suite, lors d'une action disciplinaire, tout simplement. Vous dites qu'à l'époque, il n'y avait pas matière à action disciplinaire. Maintenant, on peut se poser des questions. Parce que s'il avait quand même transmis un rapport écrit
soit à Liège, première option, soit de subdivision au parquet de Charleroi, ben, on n'en serait peut-être pas là, non? On n'en serait peut-être pas là, effectivement. Alors, vous avez dit, après l'avoir interrogé, il y avait 3 possibilités. Vous lui soufflez 3 possibilités pour n'avoir pas fait ce PV. C'est moi qui lui expose, qui lui souffle ces possibilités, et j'attends sa réponse. Et il y en a une 4e que vous ne lui avez pas soufflé. C'est la négligence. Pour moi, ça faisait partie de la première. C'est pas comme ça que vous nous l'avez présenté. Oui, responsabilité personnelle. Oui, mais ça, le fait d'estimer ne pas devoir le transmettre, ce n'est pas nécessairement une négligence. Oui, mais enfin, bon... Disons, dans la première possibilité, je ne voyais éventuellement l'intervention de personne d'autre. Ce qui est quand même frappant dans le dossier qu'on a examiné, alors qu'il est chef d'enquête à Charleroi, c'est quand même pas, je dirais, un maniaque du rapport écrit. Il n'y a pas grand-chose comme communication écrite. C'est habituel chez Michaud. Bon, puisqu'on aborde éventuellement l'évaluation de Michaud, là je peux peut-être en parler à huis clos. Oui. Ça, je comprends que vous en parliez à huis clos et que vous estimiez avoir peut-être des reproches à faire et à exprimer à huis clos, mais publiquement, je dois quand même vous demander, était-ce un beau choix de lui avoir confié une telle responsabilité dans un dossier aussi délicat? Vous savez, je ne connais pas... à l'époque de l'enlèvement de Julie et de Mélissa, donc je vous rappelle que j'arrive fin février. Donc si je déduis les périodes d'absence, etc., bon, combien de temps ai-je l'occasion de voir sporadiquement Michaud? Peut-être 3 mois, 3 mois et demi maximum. Il est impossible de pouvoir évaluer le travail. Bon, j'ai quand même près de 50 personnes, aussi bien gendarmes que civils, hein, donc il est impossible, au bout de 3 mois et demi, de pouvoir se faire une idée de chacune des personnes qui sont placées sous mon commandement. Mais néanmoins, vous avez exprimé être très méticuleux dans votre métier, notamment quand vous faites une perquisition avec vos hommes, et quand vous faites un inventaire, avez-vous dit, c'est un inventaire minutieux de tout ce qu'on saisit, c'est bien cela? C'est la règle générale à la PSR de Charleroi. Or ici, dans la perquisition faite chez Dutroux, les 13, 19, cet inventaire complet n'est pas fait. C'est une négligence. C'est une négligence, oui. Et notamment, des éléments saisis, pourtant très importants, ne sont pas mentionnés. Donc le juge n'en a pas connaissance. Exact. Et on les restitue à l'avocat parce que le juge n'a pas connaissance dans l'inventaire qu'ils sont saisis. Ouais. Et peut-on restituer sans l'accord du juge? Non. Donc l'apostille du juge disant qu'on peut restituer ce qui n'est pas nécessaire n'a pas de sens ici, voilà. Puisqu'il n'est pas au courant de ce qu'on a saisi. Tout à fait d'accord. C'est bien cela? Oui, exact. Vous attribuez ça à la négligence? Probablement. Je ne vois aucune volonté délibérée d'avoir agi de la sorte de la part de Michaud. Pour moi, c'est une négligence. Alors, toujours au niveau des perquisitions, on nous a dit elles ont été faites simultanément pour nous dire après ce n'était pas simultanément. C'est pas normal de ne pas les faire simultanément si on cherche des enfants. 2 d'entre elles, quand même, pouvaient se faire, à mon avis, bon, c'est a posteriori que je vous dis ça, hein, 2 d'entre elles pouvaient se faire quand même indépendamment des autres, à savoir dans un entrepôt, dans une caravane, etc. Mais Michaud sait très bien qu'on cherche Julie et Mélissa. D'ailleurs, quand il est chez Laurent, Madame Fragapane, la greffière, est formelle pour dire, même si le juge Laurent s'en souvient pas, alors que pourtant c'est important et qu'on devrait s'en souvenir, Madame Fragapane dit c'est Julie et Mélissa, elle voit le dossier Othello de Michaud, c'est clair et net. Donc si on cherche les 2 petites filles, peut-être vivantes, on met en œuvre des moyens mammouth, je dirais une opération mammouth de perquisition, comme on l'a fait pour la secte à Brassac, non? C'est un vieux débat qui dure depuis plusieurs jours. Les perquisitions ont pour but de rechercher des caches. Des caches où Dutroux pourrait éventuellement, que Dutroux pourrait réserver à cacher des enfants éventuellement. Et je dis, c'est vrai, il est logique de penser à Julie et Mélissa. Tout à fait logique.
Il aurait été aberrant de ne pas avoir ces noms-là en tête. Mais comme M. Moriot vous l'a dit, si Dutroux avait été amené dans les maisons au fur et à mesure qu'on aurait pu observer sa réaction à certains endroits de l'immeuble. C'est possible. C'est, paraît-il, comme cela que l'on fait. Pas toujours. Mais souvent. Mais c'eût été une solution, effectivement, qui aurait pu porter ses fruits. Et on y va en perquisition, en cherchant des caches, avec un expert en bâtiment, non? Pas nécessairement. Si on cherche des caches où sont des enfants, c'est quand même utile d'avoir un architecte avec soi, non? Effectivement, Neuchâteau le fait maintenant. Personnellement, en 26 ans de carrière, je n'ai jamais connu une perquisition aussi bien faite par moi, par mes services ou par quelqu'un d'autre, avec un expert en bâtiment. C'est ça. Mais enfin, si on cherche des caches où il y a des enfants, ce sont des caches qui sont éclairées. Oui. En principe. En principe, oui. Mais M. Michaud était quand même, avant d'être gendarme, dans le bâtiment et dans l'électricité. Ah, je ne sais pas. C'est ce qu'on nous a dit. Oui, ah bon. Donc, en sa qualité, je dirais, dans un métier, dans une vie antérieure, de spécialiste de la construction et de l'électricité en particulier, ce qui n'aurait quand même pas dû être, lui plus peut-être que vous, qui n'avez pas cette antériorité professionnelle, être attentif à cela. Attentif certainement, mais alors, bon, il me semble quand même, vous dites vous-même qu'il était un peu spécialiste en bâtiment et en électricité. Donc à partir de là, il pouvait très bien se passer éventuellement du renfort d'un spécialiste civil, mais je ne sais pas quels sont ses degrés de qualification en la matière, là. Et quand on visite, quand on entend des murmures d'enfants dire « taisez-vous », c'est une grossière erreur. C'est une grossière erreur. Enfin, je ne sais pas, je vous pose la question. C'est une erreur d'avoir dit « taisez-vous » quand on cherche des enfants et qu'on entend des bruits, des murmures d'enfants. Écoutez, je ne saurais pas me replacer à la place du chef Michaud. Là. Oui. Non, alors, franchement, je ne saurais pas vous dire ce que j'aurais fait à sa place ou ce qu'il fallait faire théoriquement à sa place dans ce cas-là. Alors, je voudrais encore entrer tantôt dans le week-end. Alors, vous êtes intervenu tout à l'heure en disant qu'à M. R, que vous aviez, sur lequel vous aviez enquêté à propos d'un autre dossier, vous faisait un procès, alors que vous estimez avoir fait votre métier. Oui. Et il s'agit d'un volet consécutif, je dirais, à des vols de voitures, ou à des trafics de voitures. C'est bien de cela qu'il s'agit? L'origine de l'affaire, non. Non. Mais à ce propos précisément, puisque vous avez mentionné des noms de hauts responsables au palais de justice de Charleroi à propos de votre dossier, c'est vous qui avez fait ces rapports qui vous valent ces ennuis, si j'ai bien compris. Monsieur Marchandise, l'actuel procureur de Rouen... les ennuis de la part de M. R. Hein? De M. R. D'accord. Je n'ai fait l'objet d'aucun ennui de la part de magistrats. Et vous avez lu le soir de samedi. Oui, j'essaye de lire aussi toute la presse. Et dans le soir de samedi, M. Marchandise, l'actuel procureur de Rouen, a l'air de dire que ce sont des élucubrations. Ce qui est reproché à des hauts responsables du palais de justice. Vous comprenez qu'en public, je ne vais certainement... Je comprends que vous n'allez pas aborder publiquement ce volet, mais vous n'êtes pas d'accord publiquement, ça vous pouvez nous le dire, avec, je dirais, la conclusion actuelle de M. Marchandise. Je ne me prononce pas à celui-là. Chers collègues, y a-t-il quelqu'un qui veut encore poser une question pendant que nous sommes en audience publique? Il y a Mme Herzey et M. Moriot. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur Leblanc, une petite question. Le conseil assez ferme que vous avez donné, vous l'avez donné par écrit ou pas? Je l'ai donné 2 ou 3 fois verbalement, et si mes souvenirs sont exacts, et là c'est un regret que j'ai aussi, si mes souvenirs sont exacts, est-ce dans le courant du mois de septembre, j'en suis quasiment certain, je lui ai rappelé ce conseil d'établir un procès-verbal en mettant une date de délai. Donc par écrit à ce moment-là? Par écrit, mais bon, manuscrit, dont je n'ai pas tenu copie. Ce n'est pas dans un carnet ou quoi? Non.
Monsieur Leblanc, est-ce que vous n'êtes quand même pas étonné quand on connaît la façon très formaliste de travailler de la gendarmerie, du peu de rapports écrits, de PV, de notes d'inventaire dans toute cette affaire du trou? Ça ne vous surprend pas, ça? Je livre ça à votre réflexion. Mais... Bon, l'inventaire, effectivement, ça me surprend. Mais généralement, il y a très peu de traces écrites. Or, on sait quand même que vous travaillez de façon formaliste, traditionnelle, avec des exemplaires en 3 parties. Enfin, c'est sérieux, la gendarmerie, en général. Et ici, dans cette affaire du trou, c'est le désert, pratiquement, au niveau notes écrites. Un, il y a une mémoire excellente, l'autre ne fait pas de procès verbal, le troisième ne fait pas de rapport. Est-ce que ça ne vous surprend pas, quand même? Ça peut me surprendre, mais franchement, et là, je tiens à le dire, je n'y vois aucune intention pour la gendarmerie d'avoir caché quelque chose. Quand j'entends parfois le rôle que... Là, je m'ouvre, hein. Quand j'entends parfois le rôle que certains voudraient faire jouer au BCR dans le cadre de ce dossier particulier. Je ne parle pas des autres dossiers, je suis incapable d'en parler, je ne suis pas qualifié pour en parler. Mais je peux vous donner mon sentiment, c'est un sentiment. Et là, excusez-moi, Monsieur le Président, mais je pense sincèrement que la Commission va perdre son temps à trouver des responsabilités au niveau du BCR. Je n'ai jamais, durant toute cette affaire, donc à partir de ma rentrée de 4 septembre jusqu'à maintenant, je suis désolé, je n'ai jamais ressenti la moindre pression, le moindre empressement ou les moindres influences du BCR. Je tenais à le dire. Mais comment expliquez-vous alors que pendant son témoignage, M. Lesage nous dit qu'il a eu des entretiens et qu'il a été vu et il s'est entretenu avec M. Berkmous lui-même? Moi, je parle de Charleroi. À Charleroi, oui, mais bon. Non, mais je tenais quand même à vous le dire. Ce n'est pas une conclusion que nous prenons maintenant, c'est une question que nous nous posons. Oui, mais vous avez donné votre sentiment personnel. Mais c'est notre responsabilité de traiter. Je crois qu'il était important que je donne mon sentiment au sujet. Madame Herzé? Oui, je peux continuer. Alors, monsieur, je voudrais revenir, moi, au dossier semi-ouvert dont vous avez parlé tout à l'heure. Ce qui veut donc dire que même le procureur, dans ce cas, ne connaîtrait pas l'entièreté du dossier. Ah si. Vous le mandatez pour dire aux juges d'instruction, je ne donne pas tout parce que ça pourrait mettre... Non, le procureur, il connaît quand même tout. Tout. Parce que Madame Troc avait exigé, elle, de connaître le nom des informateurs et elle les a reçus. Eh bien, pourquoi bon. 2 poids 2 mesures? Donc, dossier semi-ouvert, vous avez 2 pièces. La première pièce, soit un procès-verbal, soit un rapport qui contient tout, qui va chez le procureur de Rouen. Donc, lui, vous ne gardez rien, vous donnez tout au procureur. Bien. Tout. La deuxième pièce, et cette pièce-là, bien entendu, que ce soit le PV ou le rapport, ne se retrouvera pas en procédure. Autrement, vous allez donner accès... bon. La deuxième pièce, c'est un procès-verbal, pas un rapport, un procès-verbal, oui. qui, lui, va se retrouver en procédure, donc auront été retirés. Finalement, c'est le premier procès-verbal, moins les choses qui pourraient mettre l'informateur en danger. Alors, pardon, sur le même point? Non. Ça va. Moi, je ne vais pas encore... Continuez, Madame Herzé. Merci, Président. Nous avons appris aussi qu'il y avait des suspects, si je puis dire, réservés à la gendarmerie. Il y a des suspects gendarmerie. À partir de quand Dutroux est-il devenu un suspect gendarmerie? Non, là, je ne comprends pas un suspect gendarmerie. On nous a expliqué il y a quelques jours qu'il y avait des faits qui étaient uniquement réservés à la gendarmerie et des suspects aussi. Ça a été clairement dit ici en commission. Alors, à partir de quand Dutroux est-il devenu un suspect réservé à la gendarmerie? Puisqu'on ne transmettait pas à la police judiciaire, puisqu'on ne transmettait pas au juge d'instruction, à partir de quand, à votre avis, est-il devenu exclusivement gendarmerie? Des faits, et là j'utilise un... Parlons des faits. Réservé, je crois que le terme est mal choisi. Peut-être je vais retirer mon terme, mais... Il est normal que les tâches soient réparties entre la BSR et la PJ, si je prends ces 2 services de police. Là, d'ailleurs, il y a des recommandations actuelles. Hein. Oui.
Donc appelons plutôt ça des domaines d'activité qui sont plus spécialement réservés à la gendarmerie et d'autres plus spécialement réservés à la police judiciaire. N'empêche qu'un magistrat peut toujours souverainement décider tel fait, c'est la gendarmerie qui va s'en occuper, alors que normalement ce domaine-là incombe à la police judiciaire. Maintenant, en ce qui concerne les personnes, on parlait de personnes, de suspects qui seraient réservés plus à un service qu'à un autre. Mais ça a été dit clairement ici, oui. Ah, là, Bon. Alors, ma dernière question portera sur les perquisitions. Est-ce que vous savez, est-ce que vous auriez fait la perquisition dans le même genre que celle qui a été faite? Est-ce que, par exemple, on a relevé des empreintes? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Donc, dans la vague des perquisitions du 13 et du 19? Oui. Est-ce qu'on a simplement relevé les empreintes? Est-ce que vous avez vu M. Michaud avant, à titre personnel, puisque vous le c'était vous son chef? Est-ce qu'on a pris la provenance des objets trouvés, premier étage, rez-de-chaussée? Est-ce que tout ça a été fait de façon sérieuse? Et les empreintes me semblaient importantes aussi, quand même. Au niveau des empreintes, tout dans la cave. Bon, je me trompe peut-être, mais à ma connaissance, aucun relevé d'empreintes n'a été effectué. À ma connaissance. Est-ce que c'est une façon normale de procéder dans une perquisition qui cherchait quelque chose d'aussi important que deux petites filles vivantes? Et j'insiste, moi, sur le vivante. Et alors, est-ce que, si vous avez dû la faire, qu'auriez-vous dû demander comme moyen pour faire cette perquisition en cherchant des caches pour des petites filles? Bon, pour des enfants, disons. Donc, première partie de votre question. Intervention éventuellement du laboratoire de la police judiciaire sur les perquisitions. Il est évident que si M. Michaud s'était trouvé dans une maison normale, dans un appartement ou autre, il y a beaucoup de chances, à mon avis, qu'il aurait appelé le laboratoire de la police judiciaire pour faire un relevé d'empreintes. Beaucoup ont utilisé le terme Capharnaüm pour décrire l'intérieur de la maison. À mon avis, c'est la raison pour laquelle le laboratoire de la police judiciaire n'a pas été appelé sur les lieux. Bon, voilà pour la première partie de votre question. Alors, si j'avais moi-même dû effectuer cette perquisition. Les moyens mis en œuvre. Les moyens mis en œuvre. Après coup, je pourrais vous dire que, effectivement, j'aurais rassemblé énormément de moyens, après coup. Il est probable que je n'aurais pas utilisé beaucoup plus de moyens que ceux utilisés par le chef. Même pour chercher des caches où on pouvait mettre des enfants vivantes. Oui. Merci, Monsieur Leblanc. Collègue Morio. Justement, sur ces perquisitions-là, pour me mettre le cœur aussi un peu à l'aise, est-ce qu'on n'aurait pas dû demander à Mme Martin de venir? On aurait pu lui demander également. C'était même peut-être plus judicieux, puisqu'elle avait un comportement à ce moment-là. Elle ne voulait même pas se rendre sur place pour donner les clés. Elle avait vraiment une attitude assez bizarre. On aurait pu demander, oui, on ne pouvait pas exiger sa présence, mais demander sa présence, oui. Collègue de Crolly. Attendez, j'ai pas fini, Monsieur le Président. Juste une deuxième question encore précise. Est-ce que parallèlement à toute cette période, donc c'est-à-dire depuis juillet 95 jusqu'au bout, est-ce que votre unité était sur une enquête de trafic de voitures ou de fausses factures dans certains garages de la région de Charleroi? Ça fait des années qu'on travaille sur des... bon, moi personnellement, février 95, mais enfin, je sais bien que la BSR de Charleroi, depuis des années, et comme d'autres unités, et pas seulement à Charleroi, dans toute la Belgique, pas mal de gendarmes et de policiers travaillent sur des affaires de trafic de voitures, hein. Et particulièrement la BSR de Charleroi, oui. Mais à ce moment-là, je vais dire par exemple en juillet-août, est-ce qu'il n'y a pas une affaire à Montigny-sur-Sambre avec un garage dont le nom commence par L, avec des fausses factures et qui concerne de près votre unité? Enfin, je vous le dirai tout à l'heure à huis clos. Oui. Et alors, pour terminer, Monsieur Leblanc, parce que vous avez parlé beaucoup d'options, hein. Et alors, ça rejoint un peu ce que Mme Herzey disait tout à l'heure. Moi, je suis quand même un peu étonné parce que, regardez, le 9 août, on prend deux options, soit de ramener le dossier sur Liège, soit le maintenir à Charleroi en essayant de trouver des éléments bien précis. Les observations du POSA, on peut les faire 24 heures sur 24, on peut les faire à partir d'un wagon, ou on peut les faire de simple surveillance comme on les a faites dans ce cadre-ci. On peut faire, il y a deux options, soit de faire des PV, soit de ne pas faire de PV.
On peut faire la perquisition avec un ou des suspects ou les faire sans. Est-ce que vous n'avez vraiment pas le sentiment que dans ce dossier, on a toujours choisi les mauvaises options? Il est impossible d'établir un schéma type valable pour toutes les enquêtes. C'est pas possible. Tout est à faire. Une enquête n'est pas l'autre. Et à chaque stade d'une enquête, il faut faire des évaluations. Mais elles n'ont pas été faites. Alors, moi, j'en ai fait. Moi, personnellement, j'en ai fait. Mon évaluation, c'est PV. Bon. Oui, bon. Enfin, il est exact. Et là, c'est peut-être la loi des séries, hein, que souvent, la mauvaise option a été choisie. Mais encore une fois, je n'y vois... Quasi à chaque fois. Hein. Je n'arrive pas. Essayez de m'en trouver une où on a pris une bonne option depuis le 7 juillet 1995 jusqu'au 19 décembre. Hein. À chaque fois, c'est là que nous nous sommes interpellés, que nous nous posons des questions. On a le sentiment qu'on prend systématiquement la mauvaise. Vous m'avez reconnu tout à l'heure que le wagon était une solution judicieuse. Il y avait peut-être des éléments techniques, mais j'ai le sentiment qu'on pouvait le résoudre. Il y avait le problème des PV, il y avait le problème de l'enquête sur Liège. Enfin, je vais dire, je ne vois pas une seule fois où on ait fait le bon choix. Alors, Véliste Vél, hein? Eh bien, moi, je suis persuadé que c'est le fait du hasard, tout simplement. Qu'il n'y a à Charleroi, je peux vous certifier que tout a été fait pour essayer de faire aboutir cette enquête le mieux possible, compte tenu des choix qui ont été opérés. Collègue de Crolly. Je voudrais demander à monsieur l'adjudant-chef s'il peut donner des précisions sur la nature des documents qui régissent la technique à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure de protection des informateurs par recours à des dossiers semi-ouverts. Ce sont les procès-verbaux, tout simplement. Oui, et dans quel cadre légal ou réglementaire cela s'opère-t-il? On retrouve ça dans les circulaires du ministre de la Justice des années 90. Hein. Ah, ça, ce sont les circulaires qui ont trait aux techniques particulières de recherche. Oui, dans les directives, la circulaire au sujet de la gestion des informateurs et des indicateurs, par exemple. Donc il y a une... et qui est distincte de celle dont je viens de parler. Oui, il y a deux circulaires différentes. Mais encore une fois, ne me posez pas des questions trop précises là-dessus, parce que normalement, je n'ai pas à avoir connaissance de ces circulaires. Oui, normalement, je n'ai pas à avoir connaissance de ces circulaires, parce qu'elles sont réservées uniquement aux officiers. Il est évident que quand je suis arrivé en BSR, j'ai quand même fait l'effort de m'intéresser un peu à ces circulaires, à ces techniques particulières. C'est la moindre des choses. J'aurais très bien pu ne pas m'en occuper. Mes chers collègues, on voudrait rentrer dans le huis clos, sauf encore le collègue Geerdekens. Oui, une dernière petite question qui concerne une suggestion que vous avez faite et que je n'ai pas très bien comprise en matière de perquisition. Si j'ai bien apprécié ce que vous avez dit, quant à ce qu'il faudrait donner comme info au juge d'instruction, il faudrait que le juge d'instruction, pour ordonner une perquisition, si je vous ai bien compris, ait le feu vert du procureur général près de la Cour de cassation. Pas seulement pour une perquisition, mais dans certains cas, le juge d'instruction doit disposer d'indices sérieux de culpabilité, par exemple, pour pouvoir délivrer un mandat de perquisition. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'implique votre suggestion? Mais à partir du moment où on ne veut pas retrouver en procédure, il ne faut pas oublier qu'un juge d'instruction, l'instruction est écrite. Oui. Normalement, tous les documents passant entre les mains du juge d'instruction doivent se retrouver dans le dossier d'instruction. Donc, la défense, par la suite, a accès à tout cela. La défense, automatiquement, aurait accès à des choses très confidentielles qui permettraient éventuellement de mettre un nom sur l'informateur qui est à l'origine de l'affaire. Ces informations ne pourraient-elles, par je ne sais quel circuit, je ne suis pas juriste, hein, mais enfin, ça mériterait quand même éventuellement de se pencher sur la question, et que le juge d'instruction reçoive un unique document venant de, je ne sais pas qui, éventuellement, c'est à étudier. On lui dirait, voilà,
nous sommes certains qu'il existe des indices sérieux de culpabilité concernant telle personne, nous vous donnons l'autorisation de délivrer un mandat de perquisition à l'encontre de cette personne. Mais ça me paraît extravagant parce que si vous imaginez le nombre de juges d'instruction qu'il y a en Belgique, le nombre de perquisitions, de devoirs d'instruction qui sont faits, si chaque fois avant que le juge d'instruction n'agisse, il faut un feu vert du procureur général près la Cour de cassation, c'est l'inefficacité garantie. Non, hein. non, je parle uniquement lorsque des informations ne peuvent pas entrer en procédure, c'est-à-dire lorsqu'il y a risque pour l'informateur. Oui, c'est votre droit de faire une suggestion, mais enfin, j'avoue que je ne comprenais absolument pas et je comprends encore moins maintenant. Donc. Chers collègues, je crois qu'il faut rentrer encore dans un huis clos. Je demande dès lors que les personnes n'appartenant pas à la commission quittent la salle.